Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Ibn Jawad de chez Muslim Life. Ici, nous parlons de fitness sans fitna, dans le but de prendre soin de nos corps sans corrompre nos cœurs. Sachez tout d'abord que ce podcast est disponible sur Spotify ainsi que sur YouTube. Wa barakallahu fikum. Bienvenue sur Parole d'expert. Mon invité du jour est Nicolas Hott. Il est entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur, préparateur physique depuis des années notamment au Krebs et directeur de la perf au MMA Factory. Donc il a déjà entraîné de gros noms comme Thomas Lobersan, Barbosa ou encore Nassourdine Imavov. Donc on va parler ici de performance et notamment d'entraînement spécifique au MMA. Tu entraînes en particulier dans le MMA, mais est-ce que tu entraînes aussi à d'autres sports? Ouais, j'ai entraîné dans beaucoup d'autres sports que le MMA sur les années précédentes. Je me suis occupé notamment, comme j'étais au Krebs Île-de-France, je me suis occupé pendant longtemps des volleyeuses, des volleyeurs. Je me suis occupé du basket, je me suis occupé du cyclisme, je me suis occupé du handball sur la préparation physique. Donc, je me suis occupé de beaucoup d'autres sports. J'ai fait beaucoup de coaching particulier aussi. Et puis, depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans, j'ai décidé de me concentrer à 100% sur les sports de combat. Donc, j'ai encore d'autres disciplines que le MMA. J'ai Charline Van Snick, par exemple, qui est médaillée olympique en judo, qui est médaillée européen, 2 fois championne d'Europe, 3e au championnat du monde, et qui s'entraîne chez nous. J'ai d'autres disciplines de combat que le MMA, mais c'est centré, toute mon expertise est centrée sur les sports de combat. Ok, génial, génial. Alors justement, tu nous parles de conditions physiques, c'est parfait parce qu'on va pouvoir justement bifurquer directement sur la condition physique de manière globale. Yes. La condition physique, est-ce que c'est une part importante dans l'aspect performance d'un athlète? En fait, ce qu'on a, c'est que plus une discipline sportive, elle augmente en termes de niveau. En général, ça va avec la popularité de la discipline sportive et ça va avec les retombées économiques de la discipline sportive. Ouais. Plus elle monte en niveau, plus la préparation physique prend une importance qui est déterminante. C'est-à-dire que, en général, quand c'est une discipline qui est nouvelle, qui n'est pas réglementée, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de participants, le niveau de la préparation physique n'est pas forcément très élevé. À partir du moment où on augmente le niveau de la discipline, qu'il y a beaucoup plus de participants, de pays qui participent, qu'il y a des enjeux financiers et sociétaux qui sont plus importants, on a une augmentation de la préparation physique des athlètes, c'est-à-dire de la capacité à performer avec des outils physiques, ce qu'on appelle l'endurance, la force, la puissance, la flexibilité, etc., etc. D'accord, ok. Donc tu dirais que l'aspect technique ne suffit jamais en fin de compte. Non, je dis ça parce que je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'athlètes qui s'entraînaient seulement, entre guillemets, tactiquement et techniquement, et qui délaissaient pas mal la condition physique, je te parle dans le domaine du MMA, et que récemment, c'est vrai que la condition physique, justement, a été comment dire, une part maintenant ultra importante et même primordiale. Donc voilà, je voulais savoir pour toi, est-ce que la condition physique est quelque chose de primordial vraiment ou quelle place elle a? Je suis pas forcément d'accord avec le fait que la préparation physique n'était pas primordiale dès les débuts du MMA. Parce qu'on avait dès les débuts du MMA, on avait des athlètes de haut niveau qui venaient d'autres disciplines. On avait beaucoup d'Américains, on avait beaucoup de Russes. On sait que c'est des pays qui sont centrés sur la préparation physique. On sait aussi qu'il n'y avait pas de contrôle antidopage, donc on avait des athlètes qui étaient physiquement chargés, quoi, qui étaient sous stéroïdes anabolisants et puis d'autres hormones de croissance et puis d'autres produits qui font en sorte que physiquement tu sois très fort, très musclé, très endurant, etc., etc. Et donc je pense que dès le début dans le MMA, il y avait une condition physique qui était importante. Je pense que ce qui a changé au fur et à mesure du temps, c'est la modernisation des techniques utilisées pour la préparation physique, la diminution de l'utilisation du dopage. Et donc, quand les deux se sont croisés, on a eu une préparation physique plus sensée, plus réfléchie, plus scientifique. Oui. Mais dès le départ, je pense que, et c'est une chance qu'on a avec le MMA, c'est que comme c'est une discipline qui est nouvelle, le MMA permet directement d'avoir accès au nec plus ultra, à la modernité dans la conception de l'entraînement, dans la conception de la nutrition,
dans la conception de l'organisation, de la sécurité des combattants et de la préparation physique. Et moi, c'est ce que je constate, c'est qu'en fait, le fait que ce soit un sport nouveau, en réalité, c'est un gros avantage. Et aujourd'hui, les autres sports avec lesquels je travaille, le karaté, le muay thai, le kickboxing, etc., en fait, ils regardent le MMA, ils se disent, waouh, en fait, ces mecs-là, ils savent comment se nourrir, ils savent comment performer, ils savent comment avoir un pic de forme, ils savent comment se préparer physiquement, se muscler, etc. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est d'autres sports qui viennent chercher les préparateurs physiques, les nutritionnistes du MMA pour performer dans leur propre discipline. Ouais. En fait, je te dis ça parce que, notamment, tu vois, j'en parlais avec Tom Duquesnoy. Et c'est vrai que à l'époque, on avait cet a priori de conditions physiques, et notamment, quand je dis conditions physiques, c'est surtout musculation notamment, et bien que ça avait même un effet contre-intuitif sur l'athlète, alors que maintenant on sait que c'est complètement l'inverse. Mais par exemple, que la musculation fait que la personne va être trop lente, que le fait de s'entraîner en endurance va être une perte de temps parce qu'on l'a fait déjà avec les entraînements déjà techniques qu'on propose à la salle, etc. Et c'est de là que je pars, et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on sait clairement que c'est faux. Ouais, je te laisse parler. En fait, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui pensaient ce que tu dis et qui se sont rendus compte que c'était pas ça. Mais c'est pas du tout lié au MMA. C'est plutôt lié à des personnes, en fait, des niveaux de connaissance de personnes et à la propagation du savoir. Moi, je suis arrivé au Krebs Île-de-France en 2015, qui est une section de performance, quoi, comme son nom l'indique, de performance, d'élite, etc., avec des champions du monde, de karaté, de boxe française et d'autres disciplines. Et au Krebs en 2015, on était encore sur le squat. Il ne faut pas en faire parce que ça abîme les genoux. Et il ne faut pas mettre le genou en avant de la pointe de pied, etc., etc. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que, la propagation du savoir sur la préparation physique telle qu'elle a lieu aujourd'hui grâce au CrossFit, grâce au MMA, grâce aux podcasts sur Internet, grâce à des maisons d'édition comme Fort Trainer, elle a permis à ce que ces connaissances qui étaient réservées à des spécialistes, elles deviennent accessibles au commun des mortels. Mais si tu veux, le spécialiste des années 80, 70, 80, 90, il savait déjà que la musculation, c'était essentiel à la performance. Parce que moi, j'aime beaucoup, j'ai pas mal de livres de préparation physique qui datent des années 80, 70. J'aime beaucoup l'histoire de la préparation physique. Et quand tu lis des livres de qualité des années 80, quand tu lis du Weineck, quand tu lis du Verkhoshansky, quand tu lis du Zatsursky, etc., tu te rends compte que ces mecs-là, ils avaient déjà raison dans les années 60, 70, 80. C'est juste que ce savoir, il n'était pas popularisé, il n'était pas vulgarisé et il n'était pas devenu un lieu commun. Il n'était pas connu de tous. Il était bridé par la désinformation aussi. Exactement. C'est clair, je suis complètement d'accord avec ça. Alors du coup, quelle place elle devrait avoir en termes de temps? Est-ce qu'on devrait plus s'intéresser à la condition physique, plus s'intéresser à la technique, faire du 50-50, ou bien cela dépend en fonction de l'athlète? Non. Technique is king et la spécificité is king aussi. Donc la spécificité, c'est roi. La technique, c'est roi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est-à-dire que si j'ai un athlète qui passe, on va faire un raisonnement par l'absurde. J'ai un athlète qui fait que de la préparation physique. Et de l'autre côté, j'ai un athlète qui fait que du Muay Thai, du MMA, et que je les fais s'affronter, la spécificité l'emporte. Le mec qui fait du MMA va tuer celui qui fait que de la préparation physique. Ouais. Parce qu'il s'est entraîné dans la discipline. Donc, la spécificité l'emporte toujours. Ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est la question de proportionnalité. OK, combien j'ai besoin de temps par semaine pour améliorer les qualités physiques d'un athlète? Donc, moi, ce que je constate, c'est que globalement, avec l'emploi du temps riche qu'ont les combattants de MMA, 2 à 3 séances maximum de préparation physique par semaine, c'est ce qu'on peut viser. Moi, je travaille sur 2 séances par semaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 séances par semaine, ça paraît pas énorme. Mais quand on fait ces 2 séances de manière constante, avec des exercices bien choisis et avec une surcharge progressive, on obtient des résultats en 6 mois ou 1 an qui sont absolument hallucinants. Mais il faut choisir les bons exercices, il faut choisir la bonne surcharge, et puis il faut prendre son temps de progresser au fur et à mesure du temps. Et en 6 mois, 1 an, on commence à avoir des résultats vraiment solides. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, la troisième partie, une fois qu'on a dit, OK, combien de séances par semaine, et puis qu'on a dit, OK, la préparation physique, c'est important,
mais bien évidemment, c'est moins important que le technico-tactique. La troisième chose, c'est de dire, OK, quel est le facteur limitant de cet athlète? C'est-à-dire que, et je prends souvent cet exemple, si je vais prendre l'exemple de Francis Ngannou et de Tyson Fury. Francis Ngannou, aujourd'hui, il a un niveau de développement athlétique qui fait que, globalement, il est à 90% de son maximum, dans son potentiel maximum, sur la force max, sur la puissance max, etc., etc. Les gains qu'il va avoir, ils vont pas avoir une influence déterminante sur sa performance dans un combat de MMA. Par contre, Francis Ngannou, si on lui fait travailler sur la technique, la tactique, le placement, le footwork, il va énormément progresser en MMA. À l'inverse, Tyson Fury, aujourd'hui, sur la technique, la tactique, le déplacement, la qualité des coups qu'il envoie, il est à 90% du max qu'il peut atteindre. Il faut beaucoup de travail pour le faire progresser. Par contre, en termes de préparation physique, lui, on peut le faire progresser en 6 mois, 1 an, et on peut le transformer. Et donc, il y a un moment où, à haut niveau, la question qui se pose, c'est quel est ton facteur limitant à toi? Tyson Fury, la préparation physique. Francis Ngannou, le technico-tactique. Et donc, il faut faire les choix qui vont dans le sens du développement, de la performance de l'athlète avec qui on travaille. Ouais, donc en fin de compte, ce que tu dis, c'est que ça dépend tout simplement de l'athlète, ça dépend même, sans parler de l'athlète, de la personne. Euh, Est-ce qu'on pourrait spécifier ça encore plus dans le sens où la condition physique va s'adapter en fonction de la condition physique justement de la personne. C'est-à-dire que si la personne est très forte, on va plutôt s'intéresser éventuellement à l'aspect endurance. Si la personne est très endurante et qu'elle a des carences en force, on va plutôt s'intéresser à la force. Ma question en fin de compte, c'est est-ce qu'il faut être très spécifique en fonction de l'athlète ou alors il faut rester global un petit peu avec tout le monde? Ça dépend du niveau. C'est-à-dire que, encore une fois, tu as beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui sont professionnels, qui sont même champions du monde de leur discipline de sport de combat et qui, d'un point de vue du développement des qualités physiques, sont des débutants. Et donc, en vrai, tu dois les traiter sur la préparation physique comme des débutants, puisque ce sont des débutants. C'est-à-dire qu'en termes d'endurance cardiovasculaire, ils ont une VO2 max qui n'est pas super élevée. En termes d'endurance musculaire, ils ont une endurance musculaire qui n'est pas super élevée. En termes de force maximale ou de développement de la masse musculaire, c'est pas super élevé non plus. Et donc, avec des techniques, des méthodes de débutants, une surcharge progressive classique, simple, tu vas les faire énormément progresser. Maintenant, effectivement, si tu as quelqu'un qui est super développé physiquement, un Francis Ngannou, un Johan Silencer, un Thomas Loubersan, ces mecs-là, il faut utiliser des techniques plus complexes, il faut utiliser des exercices plus spécifiques parce qu'ils sont déjà bien développés. Et après, il y a la deuxième question que tu as posée, c'est encore une fois la question du facteur limitant, c'est-à-dire que il faut, quand on prend un athlète, il faut exploiter ses points forts, il faut gommer ses points faibles. Et donc, effectivement, si tu vois qu'en combat, il pêche sur l'endurance, peut-être que c'est le moment de mettre à niveau son endurance pour que ce soit plus le facteur qui lui cause des soucis dans un combat. Maintenant, un mec super puissant comme Francis, si tu regardes bien comment son endurance s'est développée, elle s'est développée en faisant une gestion de l'énergie qui était meilleure. C'est pas finalement tant le cardio qu'il a fait, c'est comment il gère son combat. C'est ce que fait Yoel Romero, comment Yoel Romero gère son combat de façon à ce que au moment où il accélère, il est capable de mettre à profit toutes ses qualités explosives. Et au final, c'est ça qu'on veut. C'est limite de la technique pour la condition physique. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation physique, elle est au service du technico-tactique. Elle est au service du technico-tactique et pas l'inverse. C'est-à-dire que j'ai développé des qualités de force, mais quand est-ce que je vais les exploiter? Dans quelles conditions? Et sous quel angle? Est-ce que je vais serrer les coudes, ce qui me permet d'être vraiment très fort en combat, ou est-ce que je vais écarter les coudes, ce qui fait que je suis fort sur un développé couché, mais je suis très faible en combat parce que j'écarte énormément les coudes. Et donc, il y a plein de choses comme ça, d'aspects biomécaniques qui font que le transfert va s'opérer ou ne va pas s'opérer. Clairement, c'est génial. Je parle souvent avec des coachs qui sont vraiment spécialisés dans le body et il y a un petit peu une guerre entre deux clans dans le sens où il y en a qui sont vraiment pour le fait de s'entraîner autour d'un exercice spécifique pour être plus fort dans un exercice spécifique.
Et il y en a d'autres qui sont pour le fait de s'entraîner sur cet exercice spécifique seulement, en faisant des variations, etc., pour être plus fort dans cet exercice. Par exemple, si je te Donne un donne exemple. Ouais. Si je te donne un exemple, pour être fort aux tractions, certains coachs préconisent le fait de s'entraîner avec des entraînements qui vont être, par exemple, s'entraîner au niveau des biceps, s'entraîner au niveau du dos, etc. Et d'autres vont être vraiment sur le fait de faire seulement des tractions en s'entraînant en négatif, s'entraîner avec, par exemple, des tractions australiennes, etc., pour être plus fort aux tractions. Alors, moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses que pour être plus fort dans un mouvement et être plus fort dans un, même si on peut aller plus loin, pour être plus fort dans un sport, il faut s'entraîner vraiment seulement à ce sport ou bien s'entraîner avec tous les aspects qui font le sport ou bien l'exercice? Ça dépend. Et je vais répondre à ta question avec deux angles. Le premier, c'est que je vais parler des tractions spécifiquement, puisque tu m'en as parlé. Et après, je parlerai du MMA. Sur les tractions, tu me dis, il y a deux écoles. Une école qui dit qu'il faut construire du muscle, puisqu'on sait que la masse musculaire et la force maximale sont directement corrélées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plus musclé et plus fort, c'est indéniable. Si tu es plus Alors musclé, après, excuse-moi de te couper, hein, mais sans parler forcément d'hypertrophie ou de prendre de la masse ou quoi, mais vraiment s'entraîner autour des tractions, vraiment en s'entraînant avec tous les facteurs qui pourraient augmenter cet aspect traction. ouais. Donc, si tu es plus musclé, tu deviens plus fort. Ça, c'est la première chose qu'il faut, il faut se mettre ça en tête. C'est-à-dire, entre deux personnes, c'est pas forcément le cas. Toi, tu peux être plus musclé que moi, mais moi, je suis plus fort que toi parce que j'ai des insertions des muscles ou j'ai des leviers, j'ai des os qui font pas les mêmes tailles. Et du coup, tu es plus musclé, mais moi, je suis plus fort. Mais si moi-même, je suis plus musclé que j'étais avant j'avais 70 kilos de muscles, maintenant j'ai 75 kilos de muscles. À 75 kilos, je suis automatiquement plus fort qu'à 70 kilos. Ça, c'est la science. OK ? Donc, une fois qu'on a posé ce postulat de base, on sait que quelqu'un de plus musclé est plus fort. Et quand on parle de rapport poids-puissance, si je suis plus musclé sans être trop lourd par rapport à cette masse musculaire que j'ai additionnée, je vais devenir plus puissant par rapport à ce rapport poids-puissance. Qu'est-ce qui se passe sur les tractions ? Donc, il y a une école qui dit qu'il faut créer du muscle sur les muscles qui aident à faire la traction. Donc, en l'occurrence, on parle du biceps, on parle des dorsaux, et puis on parle du deltoïde postérieur. Voilà ce dont on va parler. Donc, les mecs, ils vont faire un programme où ils vont faire du biceps curl, ils vont faire du travail pour le deltoïde, ils vont faire du travail pour le dos, par exemple, de la poulie haute. Et ils vont développer le muscle, et ensuite, ils vont transférer sur des tractions. Deuxième école, la deuxième école a dit, OK, on va faire de l'excentrique. Donc, ce qu'on appelle, nous, du supramaximal. Pourquoi, aux tractions, on a cette réflexion-là ? C'est-à-dire, aux tractions, on dit, si tu n'arrives pas à soulever une charge, c'est-à-dire ton poids de corps, on va te faire directement du supramaximal. Alors que si tu fais du squat, tu fais du soulevé de terre, tu fais du développé couché, personne ne dit, quand tu n'arrives pas à soulever, je sais pas, tu es débutant au développé couché, tu n'arrives pas à soulever 50 kilos, personne ne te dit, OK, tu n'arrives pas à soulever 50 kilos, ce qu'on va faire, c'est du supramaximal à 50 kilos, et puis ensuite, on verra comment tu vas progresser. Personne ne fait ça. C'est-à-dire que la première étape dans tout programme de musculation pour quelqu'un qui n'est pas assez fort pour soulever une première charge qui n'est pas très lourde, c'est-à-dire son poids de corps, c'est de le rendre plus musclé. Et une fois qu'on l'a rendu plus musclé, on peut jouer sur le développement du système nerveux, la coordination inter-intramusculaire, et jouer sur des méthodes de développement de la force supramaximale, ce qu'on appelle le facteur nerveux. Mais avant le facteur nerveux, la force, c'est deux choses. Le facteur nerveux, le facteur structurel. Le facteur structurel, ça veut simplement dire la masse musculaire. La première des choses, c'est la masse musculaire. Et donc, avant d'aller sur du supramaximal, sur des tractions, il faut construire du muscle. Le problème, c'est pas que le mec, il n'arrive pas à contracter ses muscles. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de muscles. Donc, dans un premier temps, tu le mets sur un programme de poulie haute, du développement, tu peux faire même du rowing classique, tu peux faire du biceps curl, tu peux faire des exercices comme ça qui vont le muscler, qui vont ressembler à des tractions sur la poulie haute, avec des charges qui sont plus faibles. Et puis, quand il arrive à faire suffisamment et qu'il a développé, là, tu le mets sur une traction et tu vas voir que soudainement, la traction, il va y arriver facilement. Parce qu'en fait, il va avoir développé la masse musculaire qui lui permet de faire une traction.
Avant, ce qui lui manquait, c'était du muscle. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, sur les tractions, voilà ma réponse. Sur le MMA. Ah bah justement, je pensais pas que tu avais compris le rapport. C'est là où je veux en venir. Ouais, j'avais compris que tu voulais parler du MMA. Sur le MMA, il y a différentes choses. Tu as posé 2 questions en une. La première question que tu as posée, c'est est-ce qu'on doit faire qu'un seul sport? Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une phase de ton développement, qui est la jeunesse, où il faut multiplier les expériences sportives que tu fais. Il faut multiplier le type de sport auquel tu joues. Il faut apprendre à sauter, à tirer, à courir, à pousser, à soulever, etc., etc. Donc, on sait que globalement, jusqu'à l'adolescence, tu dois maximiser le nombre de sports que tu fais pour développer les données motrices que tu as dans ton corps, les schémas moteurs que tu as, et comprendre ensuite rapidement comment apprendre des mouvements. Donc ça, c'est l'âge d'or de l'apprentissage de la motricité jusqu'à l'adolescence. À partir de l'adolescence, tu peux commencer à te spécialiser. Tu peux commencer à faire du spécifique. Et tu fais du spécifique dans ton cours de MMA. Tu fais du spécifique parce que tu es en train d'apprendre le MMA. En dehors du cours de MMA, sur la préparation physique, il faut te poser la question, à quoi sert la préparation physique? La préparation physique sert à augmenter mon potentiel de performance. C'est-à-dire que en préparation physique, je fais en sorte que mon moteur il soit plus gros, il soit plus performant. En MMA, je fais en sorte de bien utiliser ma voiture. Je deviens un bon pilote. Il ne faut pas confondre les deux parce que quand on commence à confondre les deux, quand en préparation physique, on te met des exercices très spécifiques dans lesquels on essaye de te rendre plus fort, et ben en fait, on diminue le stress qu'on soumet à son corps. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, pour pas que ce soit une discussion trop abstraite pour les gens. En préparation physique, il y a 2 écoles qui vont s'opposer. Il y a une école qui va dire, on va faire du squat lourd, bilatéral, on va mettre une barre qui est lourde sur ton corps, on va développer du muscle et on va développer de la force. Et une école qui va dire, non, 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 ce qui se passe dans une salle de MMA, tu es sur une seule jambe. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre sur une seule jambe. Et puis, comme tu es sur qu'une seule jambe, tu ne vas pas pouvoir soulever bien lourd. Et du coup, je vais te mettre moins de poids, etc. La question qu'il faut se poser, c'est quand je te mets sur une jambe, est-ce que finalement, tu as vraiment passé du temps en préparation physique à développer ta masse musculaire et ta force maximale? Ou est-ce que finalement, tu as fait en prépa physique plus ou moins ce que tu fais déjà en cours de MMA? Et donc, ce temps que tu as utilisé en préparation physique, il ne t'a pas permis d'optimiser tes qualités motrices, il ne t'a pas permis d'optimiser ta force maximale, il ne t'a pas permis d'optimiser ton endurance. Et donc, en fait, ce temps-là, il n'a pas servi à grand-chose. Et donc, ce qu'on veut, à mon avis, c'est quand je suis en prépa physique, je fais des exercices qui sont plutôt généraux. C'est un curseur à la spécificité. C'est pas manichéen, c'est pas blanc-noir. Il faut voir que c'est un curseur. Quand je me rapproche du combat, je fais du très spécifique. Quand je suis loin du combat, je fais du moins spécifique. Mais moi, je te donne un exemple. Tu parlais d'endurance tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, mes athlètes, ils font de l'endurance, ils font de la course. Même si ça a été énormément décrié, ils font de la course parce qu'on mesure la VMA, on mesure la VO2 max. Et quand je les mets on ne mesure pas la VO2 max, on mesure la VMA. Et quand je les mets sur un tapis de course, c'est très, très simple. Là, Alexis Barbosa, numéro 1 français de la boxe française, qui est en train de monter en kickboxing. Aujourd'hui, il a des objectifs très précis à chaque fois qu'il monte sur le tapis de course. 2 fois par semaine, on fait 3 x 3 sur le tapis de course. Quand il monte sur le tapis de course, sur les premières 3 minutes, aujourd'hui, il a 18 km/h. Les deuxièmes 3 minutes, il a 17,5. Les troisièmes 3 minutes, il a 17. Moi, mon objectif, il est simple. 18, 18, 18. Quand il fera 18, 18, 18, je vais le monter à 18,2, 18,2, 18,2, etc., etc. Et donc, ça, pour moi, c'est un outil qui est extrêmement facilement mesurable. Je peux très facilement savoir si on est en train d'augmenter son endurance générale ou pas. Alors, ça, c'est quand il est en préparation physique. Si tu quand il est à la salle pour l'endurance fondamentale ou quoi, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand il est à la salle, on fait du fractionné sac. Donc, on utilise son potentiel qu'on transfère dans le combat. On fait du fractionné sac, on fait du sparring. Et là, on essaye de développer sa capacité à gérer son énergie de manière intelligente dans le sparring. Comme je disais tout à l'heure, la technique exactement. pour la condition. Exactement. Donc, d'un côté, on augmente son potentiel énergétique et de l'autre côté, on augmente son utilisation de ce potentiel énergétique. Ça me paraît être le plus intelligent. Moi, je pense, après avoir fouillé le sujet, creusé le sujet et essayé plein de choses depuis des années, je pense que c'est ce qui permet non seulement d'être très pragmatique, parce que ce que veut le préparateur physique, c'est des outils de progression. Il veut des choses qui se mesurent.
Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Quand tu mets un mec sur un tapis de course, tu peux très bien mesurer à quelle vitesse il court. Et c'est très facile pour moi. Il était à 18. C'est quoi, la semaine prochaine, je le mets à 18,1. 18,1, il peut le faire. Il n'y a pas de différence pour lui. Sauf que la semaine d'après, je le mets à 18,2. Il n'y a toujours pas de différence. Mais quand j'ai fait ça pendant 5 semaines, je l'ai passé de 18 à 18,5. Et là, il y a une vraie différence. Ouais, c'est clair. C'est génial, c'est génial. Je pense encore une fois que moi, je pars de cet avis-là. J'ai beaucoup plus de comment dire, de gens, on va dire, lambda que d'athlètes ou de compétiteurs, tu vois. Mais je pense que même pour une personne lambda, effectivement, cette approche est en réalité la meilleure. Et justement, ma question maintenant, ce serait de savoir est-ce que cette façon de faire, notamment sur la condition, elle est valable seulement pour des personnes vraiment de très haut niveau ou bien les gens du commun peuvent le faire, et s'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils peuvent le faire tout seuls? Alors ça, c'est une très très bonne question. Tu sais que moi, j'ai un programme en ligne qui s'appelle le programme de transformation. Ah, je ne savais pas, d'ailleurs. J'ai un programme en ligne qui s'appelle le programme transformation. C'est un programme qui est relativement simple, qui peut s'exécuter assez rapidement. J'essaie de faire en sorte que les séances, elles durent pas. En fait, c'est des séances qui durent minimum 45 minutes et qui peuvent aller jusqu'à 1h30 si tu veux rajouter des bonus. Tu sais, je mets des bonus avant, des bonus après pour ceux qui ont du temps, de l'énergie et puis qui sont montés en niveau. Mais donc, globalement, c'est 2 à 3 séances par semaine de 45 minutes à 1h15, 1h30 selon le temps que les gens ont. Et donc, dans ce programme, j'ai plein de sédentaires, ou de gens qui pratiquent les sports de combat, mais pas à haut niveau. Mais j'ai aussi des combattants professionnels. Et ça, quand je dis ça aux gens, souvent les gens ils sont assez surpris, mais c'est-à-dire tu as des combattants pros qui suivent le programme transformation et qui progressent, qui font des combats, qui gagnent des combats. Et ben, je suis très très content de ça parce que j'avais plein de combattants pros qui les ont suivis, mais c'était, si tu veux, c'était des combattants pros qui étaient déjà confirmés. Tu vois, Nassour, il a fait un des programmes. J'ai d'autres combattants qui ont fait les programmes, mais c'était déjà des mecs qui étaient à haut niveau. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le programme a fait une grosse différence. D'accord. Il a fait une différence, hein, mais je veux dire, c'est moins visible pour les gens puisque c'est des combattants qui étaient déjà à haut niveau. On a Mehdi Mbolon, on l'appelle Mehdi Saadi, c'est son surnom. Il a combattu à Arès, il a combattu à Arès hier soir. Il a battu son adversaire, il a étonné tout le monde parce qu'il était dans une forme physique incroyable, physiquement strié. Il est descendu à 61 kilos, fort, solide, musclé, tu vois, vraiment. Et les gens ont vraiment constaté sa transformation physique. Et Mehdi habite à Abu Dhabi. Et Mehdi, il a suivi simplement le programme transformation. C'est-à-dire qu'il reçoit les PDF, il applique les PDF tranquillement dans son coin. Une fois de temps en temps, il me pose 1 ou 2 questions sur le programme. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je suis bien? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et juste, il applique et il bosse. Et surtout, il ne s'est pas posé de questions. C'est-à-dire qu'il s'est dit, OK, j'ai compris que ça va prendre du temps, ma transformation. Dans 1 an, je vais être transformé, mais ça va prendre du temps. Quand il arrive. Il a tout compris. Moi, ma question, juste par rapport à cette façon de procéder, est-ce que, du coup, j'imagine que tes PDF sont pas personnalisés, si? En fonction En fait, ils sont ce que j'appelle personnalisables. Okay. C'est quoi la différence? Personnalisé, c'est moi, je réfléchis à comment, par rapport à ton emploi du temps, le matériel que tu as disponible, etc., comment tu dois arranger la chose. Personnalisable, c'est je t'explique au travers d'un groupe Facebook, je t'explique comment toi, tu vas pouvoir prendre tous les éléments du PDF et faire en sorte que tu les appliques à ta vie. C'est-à-dire, tu as une salle de sport, tiens, tu peux faire comme ça. Tu n'as pas de salle de sport, tu es en vacances, tu es à tel endroit, tiens, tu peux faire comme ça. Tu veux faire une prise de masse, tiens, tu peux faire comme ça. Tu veux faire une sèche, tiens, tu dois faire comme ça. Et donc, je te donne les éléments pour que toi, tu appliques. Mais je ne suis pas à côté de toi en train de faire avec toi et te dire, bon, dans ce groupe, voilà, Mehdi, tu vas faire ça, Samy, tu vas faire ça, Jérôme, tu vas faire ça, etc. etc. Okay. Donc, pour répondre à ta question de base, qui était est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes-là au commun des mortels? Je dis oui, oui, oui et oui. Et avant, quand on était en off, tu te rappelles, tu m'as demandé si je donnais des cours particuliers. Je t'ai dit que j'ai créé un atelier que j'ai appelé l'atelier VIP, dans lequel on fait du small group. On est 3 ou 4 personnes qui veulent se remettre en forme.
comme du cours particulier, mais à 3-4 personnes, c'est souvent avec une motivation en plus. En réalité, les gens ne se rendent pas compte qu'à 3-4, c'est souvent plus sympa que tout seul. En fait, ça donne plus d'énergie. Il y a un groupe, tu rencontres des gens, enfin, c'est sympa et tout. Et l'idée de l'atelier VIP, c'est de dire, en fait, je vais vous donner l'expertise, le temps, le niveau de compétence qu'on retrouve sur des cours avec des athlètes de haut niveau, mais je vais le donner au commun des mortels qui veut la qualité, mais qui n'est pas forcément champion du monde ou champion d'Europe, etc. etc. Et donc, moi, je pense qu'il y a un transfert de la haute performance vers les sédentaires qui est très intéressant. Génial. Et pourtant, on entend souvent l'inverse, justement, que les sédentaires ne peuvent pas forcément s'entraîner justement de cette manière parce qu'ils doivent être forcément entourés, forcément avoir quelqu'un juste à côté de eux. Mais en vérité, moi, je pars du principe que c'est juste un facteur de réussite supplémentaire. Et évidemment, c'est un facteur aussi de croissance supplémentaire, mais ce n'est pas un facteur obligatoire. En fait, c'est comme tout. Demain, je veux apprendre la cuisine. Je peux apprendre avec un livre. Je vais avoir un niveau d'apprentissage qui va correspondre à quel point je suis autodidacte, à quel point je me débrouillais déjà sur la cuisine, etc. Je peux apprendre avec une vidéo YouTube, c'est-à-dire que je vois quelqu'un, c'est peut-être un peu plus simple de me représenter les choses, il m'explique à distance, mais il m'explique. Ou je peux prendre des cours dans un atelier cuisine. Et là, j'ai un mec, il est avec moi, précisément pour moi. Et donc, tu as un niveau de prestation qui est de plus en plus cher, croissant en termes de prix, mais qui par contre est de plus en plus personnalisé. Et donc après, c'est à toi de faire un choix. Ouais. Voilà, c'est à toi de faire un choix par rapport à tes besoins. Encore une fois, il y a des personnes qui ont besoin du cours particulier. Il y a des personnes à qui le cours à distance, ça suffit largement. C'est clair. En fonction éventuellement du niveau déjà. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu dans le dur, peut-être, avec, justement, comme je t'avais dit, le training spécifique au MMA. Ouais. Concrètement, comment ça se décrit? Comment on s'entraîne pour le MMA? Est-ce qu'on fait du sac toute la journée ou qu'est-ce qu'on fait? Tu parles de la préparation physique ou tu parles de l'entraînement? C'est ce que j'allais dire. Que ce soit justement en condition physique ou en tactico-technique. Peut-être qu'on va commencer avec la condition puisqu'on était parti là-dessus depuis tout à l'heure. Écoute, c'est toujours la même chose. Identifier à qui on parle. C'est-à-dire, en fait, tu viens d'où? Quel est ton niveau de préparation physique? Quel est ton niveau de combat? Et en fonction de ça, on va mettre en place les outils qui vont te permettre de progresser. Donc, pour pas faire trop vague, pas trop éloigné de la réalité, mais si tu es débutant, tu peux progresser juste en faisant des trucs très généralistes. Si tu es débutant en MMA, tu peux progresser en MMA juste en faisant du MMA. Mais si tu es confirmé, peut-être que tu as besoin d'aller dans un cours de boxe anglaise pour vraiment perfectionner ta boxe anglaise. Si tu es confirmé, tu as peut-être besoin d'aller dans un cours avec un lutteur pour vraiment perfectionner ta lutte, un lutteur de MMA. Et donc, dans la préparation physique, c'est exactement la même chose. Si tu es débutant, déjà, dès que tu vas te mettre en activité, tu vas commencer à faire de l'endurance, faire de la force, faire de la musculation. Tu vas devenir plus fort, plus endurant, etc. etc. Si tu es confirmé, il va falloir se poser la question, OK, moi je définis 2 types d'échelles, l'échelle du cardiovasculaire, de l'endurance, et puis l'échelle du neuromusculaire. Et sur le neuromusculaire, est-ce que tu as besoin de masse musculaire? Est-ce que tu as besoin de force? Ou est-ce que tu as besoin de puissance? Et sur l'échelle du cardiovasculaire, est-ce que tu as besoin de cardiovasculaire? Est-ce que tu as un problème au niveau du cœur qui n'est pas assez développé? Le volume d'éjection systolique n'est pas assez développé? Ta circulation périphérique n'est pas assez développée? Ou tes capillaires? Ou est-ce que tu as un problème plutôt local, d'endurance musculaire locale, c'est-à-dire sur tes muscles spécifiques que tu utilises quand tu fais du MMA, par exemple les épaules, les chevilles pour tes déplacements, les mollets pour tes déplacements, les épaules pour la boxe anglaise. Est-ce que à cet endroit-là précisément, tu as un problème d'endurance musculaire? Et donc, une fois que tu as défini ça, tu mets en place le programme. Moi, j'ai changé de paradigme. Je dirais que ça fait 1 ou 2 ans que j'ai changé de paradigme. C'est-à-dire que on a un paradigme en préparation physique qui est le paradigme de la physiologie. Donc, un préparateur physique, il va faire ce que je viens de faire. Il va t'expliquer que, en fait, ton cœur, il est trop petit. Il a un ventricule gauche qui n'est pas assez grand, donc qui ne met pas assez d'oxygène pas assez de sang et donc pas assez d'oxygène dans son ventricule gauche.
Mhm. Et donc, tu veux viser une hypertrophie excentrique du myocarde, tu veux agrandir ton cœur. Pour agrandir ton cœur, il faut que tu fasses du foncier, donc des exercices qui durent très longtemps. Et quand tu vas faire du foncier, tu vas avoir un cœur qui va être plus gros, qui va envoyer plus de sang. Donc, comme il va envoyer plus de sang, il va battre plus lentement. Et donc, finalement, tu auras un cœur qui permettra à chaque battement d'envoyer plus de sang dans le corps, donc d'envoyer plus d'oxygène, et donc de faire en sorte que tu sois plus performant. Ça, c'est l'approche classique. Pareil pour l'endurance musculaire locale. Il va te dire, écoute, tu as un problème au niveau des épaules, on voit que tu n'arrives pas à tenir ta garde en boxe anglaise, donc tu as un problème au niveau des mitochondries, tu sais, ces petites cellules qui permettent d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, ces petites organites. Et en fait, il va dire, on va utiliser des exercices pour développer tes mitochondries au niveau des épaules. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun préparateur physique qui fait un scan qui fait une échographie de ton cœur pour mesurer la taille de ton cœur. Il n'y a aucun préparateur physique qui fait une biopsie de ton épaule pour savoir combien tu as de mitochondries dans les cellules du deltoïde. Et donc, on parle de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas, et on dit qu'on va te les améliorer sans jamais les mesurer après. Moi, je suis parti sur une approche qu'on appelle une approche biomécanique ou mécanique de la préparation physique. C'est-à-dire que, effectivement, c'est le même raisonnement. Je vais essayer de voir à combien bat ton cœur. Je vais essayer de voir si tu as un problème d'endurance musculaire locale, par exemple. J'ai capté que tes épaules, tes bras baissent pendant le combat. J'ai capté. OK, je vais mettre en place des exercices qui vont me permettre de faire en sorte que je vais te faire tenir de plus en plus longtemps avec les épaules qui sont hautes. Et donc, au lieu de dire, là, physiologiquement, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je ne pars plus de la physiologie, je parle de ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est-à-dire, tes épaules, elles baissent. OK, combien de temps tu les tiens? Tu les tiens 15 secondes. Tu sais quoi? On va travailler pour que tu les tiennes 20 secondes. On va travailler pour que tu les tiennes 25 secondes. On va travailler pour que tu les tiennes 30 secondes. Et je trouve que quand tu passes d'une approche physiologique à une approche mécanique de la préparation physique, ça devient beaucoup moins confus. C'est-à-dire que tu n'es plus dans des discussions. Ah ouais, mais est-ce que là, c'est bien une méthode qui augmente les mitochondries? Parce qu'en vrai, tu n'en sais rien. Il n'y a personne qui sait ça. Et 2, en plus d'être plus dans cette théorie qui est trop loin, qui est trop vague et qui perd la plupart des préparateurs physiques, tu es dans quelque chose de plus intéressant, de plus tangible, et tu es dans quelque chose que tu peux toucher et que tu peux améliorer. Et si tu regardes beaucoup des entraîneurs qui ont permis de faire des performances exceptionnelles dans des sports énergétiques ou dans des sports de force, en fait, ils utilisent tout le temps une approche mécanique. C'est-à-dire que Philippe Lucas, il connaît rien à l'ATP, il connaît rien à l'acide lactique ou au lactate, il connaît rien aux mitochondries, mais par contre, lui, il est capable de créer les athlètes de natation les plus endurants du monde. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il mesure un chrono et il dit, OK, voilà comment on va améliorer ton chrono. Et donc, ce que tu constates, c'est qu'au final, les mecs sur le terrain qui font les performances, qui permettent l'éclosion de performances physiques les plus incroyables, ce sont souvent non pas des préparateurs physiques, mais des entraîneurs qui ont une approche non pas physiologique, mais biomécanique ou mécanique de la performance. Génial, génial. Je suis complètement d'accord, et notamment c'est non seulement cohérent, mais en plus de ça, c'est prouvable, ne serait-ce que de manière empirique. Donc en réalité, on ne peut que être d'accord avec ça. Mais si on rentre un petit peu dans une approche un petit peu plus globale, si je puis dire, et si je peux poser la question comme ça, je dirais, là, il y a des gens qui nous écoutent, ils aimeraient s'entraîner au MMA. Voilà, ils ont peut-être pas forcément les moyens de s'entraîner en salle, et ils voudraient se faire de la condition physique pour le MMA et s'entraîner au MMA un peu chez eux. Comment ils pourraient s'y prendre sans passer par un coach? On a quelqu'un qui veut développer sa préparation physique pour le MMA, c'est ça? Ouais, et qui est débutant. 99,9% du temps, il faut développer son endurance fondamentale, il faut développer sa masse musculaire. Alors, le problème... Pour un petit peu resituer, est-ce qu'on peut dire un peu ce qu'est l'endurance fondamentale? Parce que depuis tout à l'heure, on parle VO2 max et tout. Après, c'est bien justement que ce soit technique, parce que ça change un petit peu de
mes autres podcasts. Mais si on peut revenir un petit peu sur ce qu'est l'endurance fondamentale, au moins pour les néophytes. Je vais venir sur du très basique. Je vais parler de la manière la plus simple possible. Le mec, globalement, il doit se muscler et il doit développer sa capacité à faire des efforts qui durent dans le temps. Aussi simple que ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il est chez lui, il n'a pas de matériel, il n'a pas forcément de connaissances pointues, et puis il n'a pas forcément énormément de temps. Il va faire deux choses très très simples. Sur la musculation, il va muscler l'ensemble de son corps. Okay, l'ensemble de son corps. Il va prendre un exercice de poussée du corps, des pompes ou une variante de pompe. Il va prendre un exercice de tirage du corps, des tractions ou une variante de traction. Et puis il va prendre un exercice de poussée des jambes. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est que sur les jambes, on a aussi l'avant des jambes, les quadriceps. On a aussi l'arrière, qui est la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios. Il va faire un jour des squats où il va se mettre bien droit, il va essayer de comprendre et d'apprendre la technique. Il y a une tonne de vidéos gratuites sur Internet où il peut faire ça. Et ensuite, l'autre jour, au lieu de faire des squats, il va faire des fentes. Enfin, zéro matériel nécessaire. Pompe, traction, squat, pompe, traction, fente. On peut mettre plein de variantes là-dedans. On peut complexifier et on peut en faire quelque chose de très intéressant, très scientifique. Mais on va faire le plus simple possible. Et je vous renvoie vers le podcast que j'ai fait avec Rémi Physio, qui vous explique justement pourquoi cette approche est en réalité la plus intéressante pour des débutants. Très très simple, très efficace. À ça, il va rajouter quoi? À ça, il va rajouter quoi? Il va rajouter simplement, on a dit, de l'endurance. Comment il va faire pour ajouter de l'endurance? Sans formule complexe. Il va sortir, il va courir au rythme où il peut courir, le temps où il peut tenir. Fin. Alors, premier jour, peut-être, il va sortir, il va courir 15 minutes à, je sais pas, 10 km/h. Il faut juste qu'il mesure ce qu'il fait. On a juste besoin qu'il mesure. Et ensuite, dans le temps, il va essayer d'améliorer un paramètre à la fois. Soit dans un premier temps, il va améliorer le paramètre de la durée, soit dans un deuxième temps, d'ailleurs, pour faire encore plus simple, pardon, je reviens sur ce que je viens de dire, dans un premier temps, il va améliorer simplement le paramètre de la durée. Le temps qu'il avait, donc disons qu'il avait couru à 10 km/h pendant 15 minutes. Premier objectif pour lui, c'est d'aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure sur la vitesse à laquelle il avait tenu. Il avait tenu à 10 km/h, ok. Maintenant, on va essayer de faire 16-17 minutes à 10 km/h, 18 minutes, 20 minutes. Pourquoi avoir cette approche-là? Pourquoi simplement? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on veut développer, c'est la capacité de travail, la capacité du corps à produire de l'énergie pendant un certain temps et ensuite à récupérer de cette énergie. Donc après, je pourrais venir sur les facteurs complexes de développement du système parasympathique et sympathique qui vont permettre d'augmenter la récupération, l'effet sur les capillaires, l'effet sur le cœur, etc. Qui vont permettre quoi? Qui vont permettre globalement, pour faire très très simple, globalement, ça va permettre à l'athlète d'avoir une capacité de travail, une capacité de s'entraîner et de récupérer surtout de ses entraînements qui va être augmentée. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, au lieu de développer sa capacité de travail, il va augmenter son intensité de travail. C'est-à-dire que quand il aura développé une capacité de travail suffisante, autour de 45 minutes, 1 heure, on va dire, OK, cette fois-ci, au lieu de développer le temps pendant lequel tu travailles, c'est bien, le temps tu l'as, ça y est, tu arrives à travailler pendant 45 minutes, 1 heure. Maintenant, tu vas développer la vitesse à laquelle tu travailles. Et on va augmenter cette vitesse. Et ça, c'est des formules qui sont vieilles comme le monde. C'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui dans les camps de boxe thaïlandaise, mais qui permettent de faire des combattants de très très haut niveau. Des formules aussi simples que ça. Après, on peut complexifier. Je pense que les gens n'aiment pas la simplicité parce qu'ils veulent justement du compliqué, parce qu'ils pensent que le compliqué est le plus efficace. Mais c'est un peu drôle de voir que c'est souvent l'inverse. Et on vient de le démontrer sur pas mal d'aspects. Jawad, c'est exactement ça. Et c'est aussi cette sensation qu'il y a quelque part un secret. Ouais. Tu vois, ça, c'est pareil avec le fait de perdre du poids, etc. Il y a toujours cet aspect, on ne se base pas sur la balance calorique, on ne se base pas sur tout ça, mais on se base sur le produit qui va faire que l'arbre, l'écorce, le fait de ne pas manger à ce moment-là, le fait qui va avoir en fin de compte un effet minimaliste et justement cet aspect pourtant
Bah, en fin de compte, il faut comprendre, je pense que le plus important, c'est de comprendre qu'il y a des grandes bases à, et des fondations à construire avant de s'intéresser à l'aspect spécifique et à l'aspect un peu plus technique. Parce que si tu as, si t'as ces aspects-là, mais que tu n'as pas la base, ben, en fin de compte, ta maison, elle s'écroule. Il faut, il faut redonner confiance aux gens dans le fait que des exercices simples et des méthodes très simples peuvent leur permettre d'être très en forme avec des méthodes très simples. Et moi, c'est ce que je dis à mes athlètes, c'est que quand on va à la salle, qu'on finit la séance sur le 3x3 dont je viens de te parler, et que je leur dis, voilà, c'est simple, la semaine dernière, tu étais à cette vitesse, cette semaine, tu dois être à cette vitesse, la semaine prochaine, tu vas être à telle vitesse, etc., etc. Je leur dis, c'est pas de la magie qu'on fait. Ça, c'est pas compliqué. N'importe qui a des chaussures peut faire exactement ce qu'on fait ici. Donc, tu vois, y a pas de... c'est-à-dire que quand les gars ils vont voir sur... Pas besoin de matériel incroyable, pas besoin de connaissances incroyables. Je leur dis, ce qu'on fait là, tous les gens, 100% des gens qui vous contactent sur Instagram peuvent le faire. Par contre, ce qui est dur, c'est pas l'écriture de ce qu'on doit faire. Ce qui est dur, c'est de le faire. Parce que je te garantis que semaine après semaine, aller sur un tapis de course et rajouter 0,1 km/h et le faire 2 fois par semaine, semaine après semaine, ouf, c'est dur. Parce que c'est un effort physique conséquent. Et de toute façon, c'est quelque chose, je pense, qui est ultra important à comprendre et qui est primordial. C'est de savoir que le plus important, c'est pas de. Et pourtant, encore une fois, hein, c'est des règles que tout le monde connaît, mais que personne n'applique souvent. C'est que le plus important, ce n'est pas de s'entraîner. De s'entraîner comme un bourrin et de faire le meilleur entraînement possible, le meilleur entraînement de ta vie 5 fois par jour, tous les jours par semaine, mais c'est plutôt de s'entraîner de manière constante et de faire ça sur la durée et sur le long terme, parce que c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu auras des résultats et c'est comme ça aussi que tu vas durer. C'est ça la clé. C'est vraiment la clé. Et si tu arrives, tu sais, en jiu-jitsu brésilien, on a John Danaher. John Danaher, il est considéré comme le meilleur enseignant de jiu-jitsu brésilien au monde. Ouais. John Danaher, si tu regardes ce qu'il fait, moi j'ai été à ses cours pour voir. Effectivement, c'est un expert. Effectivement, il étudie les combats, il enseigne des bonnes techniques. Mais surtout, ce qu'il fait, John Danaher, il donne 3 cours par jour, 7 jours par semaine. Donc, une semaine classique d'entraînement avec un pro qui travaille avec John Danaher, le mec, il a fait 21 entraînements dans la semaine. Sur une semaine. 21 dans la semaine. Donc, il a fait, en moyenne, je vais dire, allez, 2 à 3 fois plus d'entraînement que beaucoup d'autres pros. 2 à 3 fois plus en une semaine. Ouais. Et ensuite, ça se multiplie. C'est-à-dire que 2 à 3 fois plus en une semaine, puis au mois, 2 à 3 fois plus, puis à l'année, 2 à 3 fois plus. Mais c'est-à-dire que les chiffres, c'est incroyablement plus important. À la fin de l'année, le mec qui s'entraîne avec lui, il a fait 3 ans d'entraînement. C'est ça. Et donc ça fait une différence qui est énorme. Et il faut rajouter à ça aussi que la personne qui veut s'entraîner comme un bourrin et qui veut en faire trop, en fin de compte, puisqu'il en fait trop, il va pas tenir. Et puisqu'il ne tient pas, en fin de compte, à la fin, si on calcule les deux ratios, eh ben, il n'a pas fait grand-chose par rapport à l'autre. C'est ça. Celui qui ne tient pas dans la durée, il ne peut pas progresser. C'est ça. Donc mieux vaut commencer tranquillement, tout doucement, de manière intelligente et augmenter au fur et à mesure. Alors ça, c'est pour la condition physique. Mais concernant la technique, encore une fois, un néophyte, un débutant, comment il peut faire pour s'entraîner chez lui? Alors que ça va être compliqué puisque justement, il n'y a personne pour le recadrer sur l'aspect technique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Tout est possible. Maintenant, c'est compliqué. Parce que dès que tu parles d'apprentissage technique de quelque chose, et surtout d'une discipline aussi technique que le MMA, apprendre tout seul chez soi, c'est le meilleur moyen de prendre de mauvaises habitudes. C'est ça. Surtout que, encore une fois, la technique est au service d'un environnement. Je m'explique. Si je marche sur le sol comme ça, bah, je marche, je suis détendu, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu prends la même zone sur laquelle j'ai marché, j'ai traversé un couloir, tu prends la même zone et tu la places à 10 mètres de hauteur.
ma fonction motrice, la marche que je fais, n'est déjà plus la même. Quand je suis à 10 mètres de hauteur, sur la même surface sur laquelle j'ai marché, le même couloir, je ne marche plus de la même façon. Donc le contexte change la technique. Si je place ce même couloir à 100 mètres de hauteur, je te garantis que je ne marche même plus. Je suis au sol, en train de ramper, accroché au truc, en train de me dire, est-ce que je ne vais pas tomber? Et le mec, il va me dire, hey, Nico, t'es un ouf. Ce couloir, tu le traverses tous les jours. Tu n'as jamais touché un rebord, tu n'es jamais tombé. Pourquoi tu tomberais? Je vais dire, attends, c'est trop dangereux. Et en fait, tu te rends compte que faire un coup de poing dans le vide versus faire un coup de poing en sparring versus faire un coup de poing dans la cage le jour du combat, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas le même. Alors justement, ce serait quoi tes conseils à ces personnes-là? Moi, pour te dire la vérité, lorsqu'il y a des personnes qui me demandent des conseils pour s'entraîner dans un aspect tactique et dans un aspect technique, dans n'importe quel sport, souvent je lui dis d'aller voir un pro et d'aller voir un prof, quoi. Parce que le problème, c'est que, comme tu as dit, il va plus, en fin de compte, avoir de mauvaises habitudes que avoir de bonnes habitudes, puisqu'il est tout seul et qu'il est livré à lui-même, si je puis dire. Souvent, ce qui se passe, lorsque c'est dans le MMA notamment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont faire quoi? Ils vont acheter un sac de frappe et ils vont commencer à s'amuser un petit peu. Très mauvais. Pour les plus intelligents, ils vont commencer à avoir un petit, comment dire, ils vont faire un peu de hit, ils vont faire un peu de tabata, ce genre de choses, au moins pour avoir un aspect, voilà, chronomètre, etc. Mais je te laisse dire pourquoi c'est en fin de compte une catastrophe. Non, globalement, on ne peut pas faire ça. Tu t'entraînes en sport de combat, pour un aspect technique encore. Pour l'aspect technique, il faut que tu aies des entraîneurs. Il faut que tu aies des entraîneurs qui te disent, qui te corrigent, qui t'apprennent techniquement, tactiquement, que tu vois les choses. Et après, par contre, supplémenter le travail que tu fais à la salle par du travail personnel parce que tu as des corrections à la salle, aucun souci. Mais ne surtout pas commencer seul parce que les sports de combat ont des milliers d'années. Tu vas pas apprendre comment on donne un coup de poing, c'est universel. Comment on donne un coup de pied, c'est universel. Un coup de pied puissant, un coup de pied rapide, un takedown, etc. Alors justement, si tu passes ton temps à réapprendre la roue, recréer la roue, tu vas perdre énormément de temps. Au lieu de ça, tu peux t'appuyer sur les épaules des géants qui sont passés avant toi et t'appuyer sur des millénaires de techniques de combat et dire, OK, aujourd'hui on a déterminé un coup de poing puissant, voilà comment ça se donne. Et tu as un mec, je te donne un exemple ici, au Mamoudi Gym, quand Nourdine il t'apprend comment donner un middle kick, je te garantis qu'il te règle en une demi-heure, tu sais donner un middle kick. Maintenant, il va falloir des années de travail pour le placer en combat à la bonne distance au bon timing. Mais ce coup que tu aurais pu travailler un temps infini chez toi avec la mauvaise, en une demi-heure, il te le règle. Mais par contre, si tu passes pas par lui, tu peux faire 10 ans d'un middle kick qui ressemble à rien. Parce qu'on t'a jamais appris le bon middle kick. Alors je vais te dire ce que disent souvent les débutants. Mais un coup de poing, c'est un coup de poing. Un coup de pied, c'est un coup de pied. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Sur un coup de poing, c'est un coup de poing? Ouais. Et, qui dit ça? Bah, Parce que non. Souvent, les personnes qui disent ça, ça va être des débutants qui veulent encore une fois du sacré un peu chez eux et puis on s'approche. Ouais. Comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup le pragmatisme, le réalisme. Donc un coup de poing, c'est un coup de poing. Bah, si tu mets les pieds dans un club de boxe anglaise, de boxe thaï, et que tu testes ton coup de pied versus un coup de pied, c'est ça. Tu testes ton coup de poing versus un coup de poing, bah, tu vas te rendre compte qu'un coup de poing, c'est pas un coup de poing. Il y a un coup de poing et puis il y a un coup de poing. Il y a vraiment une grande différence. Et donc, non. Il faut passer, je veux bien, il faut passer cette épreuve au test de réalisme. Le test de réalisme, c'est tu vas dans un club, tu mets ton protège-dents et tu vas donner ton coup de poing que tu as travaillé tout seul versus un coup de poing avec toute la biomécanique qui vient derrière ce coup de poing. Je te garantis que c'est pas le même coup de poing. C'est ça.
Ok, bah génial, génial. On a complètement répondu, je pense, à tous ces aspects-là. Euh, alors la question que je t'avais envoyée ensuite, c'était est-ce que le training MMA est pareil que le training musculation? Et je pense qu'on a pas mal répondu à cette question, mais moi je pense que je peux changer un petit peu la question en disant est-ce que le training hypertrophie, vraiment spécifique à l'hypertrophie, serait aussi valable en MMA? Et on a répondu un petit peu partiellement, notamment tout à l'heure, mais si une personne vraiment veut faire de l'hypertrophie parce qu'il a envie vraiment de s'entraîner pour l'hypertrophie et dans un aspect esthétique, je veux dire, euh, est-ce qu'il peut allier les deux? C'est-à-dire l'entraînement pour le MMA et l'entraînement pour l'hypertrophie. Même si en termes de performance, c'est pas forcément ce qui va le plus l'aider. Alors, parce que tu dis, même si en termes de performance, c'est pas ce qui va le plus l'aider. Je pense que tu Ouais, as déjà répondu à la question du coup. Parce ouais, que si tu dis le mec, est-ce qu'il peut, en fait, tout le monde peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire de l'hypertrophie, il peut faire de l'hypertrophie. S'il veut faire du MMA, il peut faire du MMA en même temps. S'il veut être beau gosse et faire du MMA, il peut faire les deux. S'il veut être le plus musclé possible, il va falloir qu'il diminue son travail en MMA. S'il veut être le plus fort en MMA possible, il va falloir qu'il diminue son travail d'hypertrophie. Là, c'est ce qu'on appelle un compromis. mhm. C'est-à-dire que si tu as des objectifs qui sont élevés, il y a un moment où tu dois faire des compromis. Si tu Pourquoi? as des objectifs Parce qui que sont c'est pas possible d'être le meilleur partout. parce que tu as des ressources de temps et d'énergie qui sont limitées. Et donc, le temps et l'énergie que tu mets quelque part, c'est le temps et l'énergie que tu mets pas ailleurs. Donc, par exemple, si tu fais de l'hypertrophie et du MMA, le MMA, il inclut une fatigue périphérique, une fatigue systémique de l'ensemble de ton corps qui fait que ton travail en hypertrophie ne sera pas optimisé. Mhm. Et si tu veux aller aux limites potentielles de ton hypertrophie, si tu veux être le plus musclé possible, eh ben, le MMA te fatigue et t'empêche d'être le plus musclé possible. Alors que, inversement, si tu veux être le plus performant en MMA, eh ben, à un moment, l'hypertrophie va provoquer des modifications, va par exemple coûter à un moment cette hypertrophie excessive que tu auras par rapport aux besoins du MMA, elle peut te coûter en termes d'énergie, d'endurance par exemple, parce que tu as produit trop de muscles, ou alors parce que tu as développé des muscles qui sont très esthétiques, mais qui sont inutiles en MMA, qui ne sont pas utiles à la hauteur où tu les as développés. Et donc, si tu es au maximum de performance d'un côté ou de l'autre, tu es obligé de faire des compromis. Si tu es juste voilà quoi, si tu fais du MMA et tu fais de l'hypertrophie et tu veux faire du MMA à un niveau moyen et tu veux faire de l'hypertrophie à un niveau moyen, oui, tu peux le faire, bien évidemment. Et on l'a vu avec le CrossFit. On a vu qu'on peut Ouais. être musclé, on a vu qu'on peut être musclé, fort, endurant et technique. Et ça, on peut l'être. Par contre, il n'y a pas un crossfitter qui va battre un marathonien et il n'y a pas un crossfitter qui va battre un champion d'haltérophilie. Il n'y aura pas de crossfitters qui battront un spécialiste. Mais par contre, dans leur discipline, le CrossFit, ils ont des performances cross-discipline qui sont extrêmement élevées. C'est-à-dire que si tu regardes le record en haltéro des crossfitters et les records d'endurance des crossfitters, tu dis waouh, c'est super correct pour un mec qui fait les deux. Ça. Et alors c'est pareil dans le MMA. C'est-à-dire une personne qui va faire du MMA, est-ce qu'elle doit se spécialiser, c'est-à-dire être spécifique dans l'anglaise, être spécifique dans le BJJ, ou bien est-ce qu'elle doit s'entraîner un peu partout et rester un peu partout? Il y a des avantages et des inconvénients. Quand tu es en MMA et tu vas en boxe anglaise, tu mets un stress sur ton organisme par rapport à la boxe qui est bien supérieur à celui que tu as dans un cours de MMA. C'est-à-dire que tu es dans un environnement avec des gens qui savent utiliser leurs mains comme personne ne sait le faire en MMA. Et donc ça te permet de progresser plus rapidement. Parce que tu es soumis à non seulement une compétence de la part des entraîneurs, mais aussi une compétence de la part de tes sparring partners qui fait que ça te fait progresser rapidement. Il faut faire attention et il faut se méfier de ça. Il faut toujours réincorporer le training de boxe anglaise dans la spécificité du MMA parce que la boxe anglaise telle qu'elle est, telle qu'elle est pratiquée en tant que sport, n'est pas la boxe anglaise, l'utilisation des mains telle qu'elle est utilisée dans le MMA. La distance n'est pas la même, les coups autorisés ne sont pas la même, et donc tu as des réflexes de boxe anglaise, des postures de boxe anglaise qui sont mauvaises pour le MMA. Par exemple, la position des jambes, on sait que tous ceux qui sont très bons en boxe anglaise, en MMA, ils sont susceptibles au low kick parce que les jambes ne permettent pas de bien bloquer les low kicks.
Le problème, c'est que quand on bloque bien les low kicks comme en Muay Thai, on est assez stable, on est assez fixe, on est assez les jambes parallèles. Et ça, c'est mauvais pour défendre la lutte. Et donc, dès qu'on prend un sport, il faut faire les ajustements nécessaires à son sport. Mais moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de commencer par le MMA. Si tu veux être bon en MMA, tu commences par le MMA. Ça te permet vraiment dans un vrai club de MMA, je parle, avec des professeurs qui connaissent vraiment l'ensemble des disciplines du MMA. Tu progresses grâce à cet apprentissage. Quand tu commences à devenir bon, tu vas aller chercher à te perfectionner dans des disciplines. Donc peut-être que tu vas faire dans la semaine 2 cours de boxe anglaise pour te perfectionner sur la boxe anglaise. Peut-être que tu vas faire un cours de pied-point. Peut-être que tu vas faire 1 ou 2 cours de lutte. Et que ces cours-là, ils vont te permettre de vraiment mettre l'accent sur quelque chose. Et tes athlètes, alors, ils font souvent du spécifique? Ouais, nous, ce qu'on a en fait à la salle, nous, on a 3 cours de MMA le matin. MMA. On a 2 cours de préparation physique le matin. Et ensuite, le soir, on a 3 cours de Muay Thai, parce que c'est un club de Muay Thai à la base, ici. 3 cours de Muay Thai, 1 cours de boxe anglaise et 1 cours de lutte. Si je devais optimiser et changer quelque chose, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais 1 cours de Muay Thai le soir et je rajouterais un 2e cours de lutte. Okay. Et comme nous, on met déjà pas mal l'accent sur la distance du pied-point, sur la lutte et sur le sol, en fait, on aurait un travail MMA type distance de pied-point, lutte sol le matin. Et puis le soir, on aurait 2 cours de Muay Thai qui permettent de perfectionner ou de conserver son niveau de Muay Thai. Le cours de boxe anglaise qui est très important, qui pourrait potentiellement être doublé aussi parce que c'est super important. Et puis ensuite, 2 cours de lutte parce que c'est essentiel aussi. Et lorsque vous faites vos entraînements, enfin lorsque les athlètes s'entraînent, ils s'entraînent seulement en technique ou bien il y a de la condition physique dans leur entraînement? Il y a toujours Vraiment de la condition. Oui, justement, vraiment de la condition physique pure. Est-ce qu'il y a de la condition physique pure? Est-ce qu'il y a vraiment du training intense en condition physique ou bien c'est vraiment que aspect technique avec un petit peu de condition au début? C'est à partir du moment où tu fais du sparring, à partir du moment où tu fais du fractionné sac, tu as du travail de conditionnement physique qui est très important. Moi, j'utilisais un logiciel qui permet de sauvegarder l'ensemble des fréquences cardiaques que tu atteins pendant une semaine. Donc, j'allais dans ce logiciel et puis j'avais sur chacune des personnes que je suivais, j'avais sur la semaine, OK, tu t'es entraîné tant de fois. Quand tu t'es entraîné, voilà, ton cœur, il est monté à tel niveau, il est descendu à tel niveau, tu es resté tant de temps dans telle zone, etc., etc. Et donc, quand je planifiais mon travail, j'essayais de regarder, OK, dans une semaine, combien de fois tu rentres dans la zone rouge, combien de temps tu y passes, combien de fois tu es dans la zone bleue, combien de temps tu y passes. Et en fait, c'est une erreur de penser que les 2 cours de préparation physique sont la préparation physique de l'athlète. Non, la préparation physique, elle est holistique, elle est systémique. C'est l'ensemble des stress qui sont soumis à l'athlète pendant l'ensemble de la semaine qui font la préparation physique de l'athlète. Clairement. Ok, tu as répondu à la question. Alors, justement, si tu as tous ces entraînements-là, il y a assurément une partie récupération pour tes athlètes. S'ils s'entraînent beaucoup, ils doivent obligatoirement récupérer. Comment tu t'y prends pour justement gérer cette récupération et l'optimiser? Comme d'hab, on fait du simple, on fait du basique, mais qui fonctionne. Première chose, on fait en sorte qu'on ait un rythme de sommeil qui soit adapté, quoi. Et le sommeil se règle, à mon avis, avant tout par le matin. C'est-à-dire que quand tu dis je veux me coucher plus tôt, tu te couches pas plus tôt. Par contre, quand tu mets un réveil le matin, tu es fatigué et au bout d'une semaine que tu mets ton réveil tous les matins, tu finis par te coucher plus tôt parce que tu es fatigué et que tu en as marre de te coucher aussi tard. Donc, un rythme de sommeil de qualité et un bon rythme de sommeil. 2, l'alimentation. C'est les piliers de la récupération. Donc, écoutez les trois, pour Barakallahu Fikoum. Écoutez bien, à chaque fois, si vous faites attention, si vous êtes assidu au podcast, vous verrez qu'on dit toujours la même chose. C'est toujours les mêmes piliers, c'est toujours la même chose. Et souvent, lorsqu'on va entendre d'autres aspects ou d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les piliers qu'on a l'habitude de parler, souvent c'est des choses qui ne marchent pas. Donc écoutez bien, vous verrez qu'il y a souvent des choses qui se ressemblent. Je t'en prie. Ah oui, forcément, ouais, c'est ça. Donc on a le sommeil, 2, on a l'alimentation. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, comme on a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour,
On essaie d'optimiser la récupération au niveau de l'alimentation. Donc, dès que la séance elle est terminée, avoir une banane, avoir un shaker de protéines, ce qui permet de reconstituer les réserves de glycogène et d'avoir une source de protéines qui va permettre de reconstituer aussi, de favoriser l'anabolisme, la construction musculaire. Donc ça, c'est tout de suite après. Ensuite, d'avoir une alimentation et de qualité et de quantité, parce que la quantité est déterminante dans la récupération aussi. Et comment on fait pour avoir une quantité qui est adéquate? On fait en sorte de ne pas remonter trop entre les combats, parce que ça, c'est un gros problème des combattants qui montent trop haut. Il ne faut pas monter trop haut, descendre trop bas. Dans le sens c'est-à-dire que, en termes de poids, dans les sports de combat, les mecs, ils aiment bien monter très très haut, être très gourmands, et puis après redescendre, puis remonter, redescendre. Le problème, c'est que ça fait des camps d'entraînement dans lesquels tu manges plus rien, et donc forcément, tu es en méforme, et donc forcément, après, tu fais un rebond, etc. etc. L'idée, c'est d'avoir une hygiène de vie qui te permette d'être plus ou moins autour de ton poids de forme et de descendre un petit peu autour du combat, mais pas de manière drastique. Ça, c'est ce qui est l'idéal. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, la troisième chose, mais en fait qui est au même niveau que la première ou peut-être même au-dessus, c'est la gestion de la charge de travail. Donc la gestion de la charge de travail, elle doit être adaptée à la capacité de récupération de l'athlète. C'est-à-dire la quantité et l'intensité des efforts auxquels je soumets mes athlètes doivent être dépendants de leur capacité de récupération. Tu vas me dire, mais Nico, comment tu mets ça en place? J'ai utilisé beaucoup d'appareils. J'avais l'appareil dont je te parlais juste avant. J'ai utilisé la variabilité de fréquence cardiaque, la VFC. Aujourd'hui, je me concentre sur des méthodes très très simples. C'est quoi les méthodes très simples? Comment tu vas? Ouais. Tu vois? Comment tu vas? Parce que ça, c'est ton ressenti. Comment tu te sens? Comment tu vas? Et ça, c'est une discussion qui est importante. Et l'athlète, il doit prendre le préparateur physique, l'entraîneur, il doit prendre le temps de faire ça. Comment tu vas? Comment ça va? Et l'athlète, il va se confier. S'il y a un truc qui ne va pas, il va se confier. Ouais, voilà, j'ai un souci parce que j'ai ma tante qui a une maladie grave et on vient de l'apprendre et je t'avoue que je ne dors pas très bien en ce moment. Moi, je considère que c'est voire la partie la plus importante pour un athlète avec un coach, c'est vraiment cet aspect dialogue. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, le coach n'a pas toutes les infos, il ne pourra pas adapter son entraînement et son analyse. Totalement d'accord. Après, si tu veux aller sur des aspects quantitatifs, il y a 2 variables qui sont particulièrement intéressantes, je trouve. Ou 3 variables. Tu as le RPE avec comment tu vas, effectivement. C'est-à-dire que tu dis effectivement quel est ton état de forme, avec une note de 0 à 10 ou de 0 à 5, c'est comme tu veux. Ah, tu notes toi carrément? Ouais, tu peux noter. Moi, actuellement, c'est pas noté, mais ça va être noté là très bientôt. On est en train de mettre ça en place avec les stagiaires. Ensuite, le pouls au repos, très simple à prendre en charge et ça permet de donner une indication sur l'excitation ou la non-excitation du système sympathique, parasympathique. En gros, ce qui se passe, c'est que le pouls, il doit être relativement bas et relativement bas, c'est-à-dire que tu es en forme et il ne doit pas y avoir de variation dans ton pouls au repos qui est trop importante. Quand le pouls au repos, il varie trop, c'est-à-dire que certainement, tu es déréglé. Soit tu es en train de couvrir une maladie, soit tu es en train de couvrir une forme d'entraînement qui est un peu trop intense pour toi, et donc c'est pas bon. Donc c'est c'est une donnée qu'on peut facilement surveiller et qui nécessite aucun rien, quoi. C'est aussi simple. Et après, le troisième paramètre qui peut être intéressant si tu le souhaites, sur l'aspect quantitatif, c'est le neuromusculaire, la mesure du grip. Donc, tu as une machine, ça coûte que dalle, ça coûte 10 €. Tu achètes un dynamomètre et tu prends tes athlètes et le matin, ils serrent le grip. Et si le score il est élevé, c'est-à-dire qu'ils sont frais physiquement, qu'ils peuvent être explosifs, etc. Et si le corps il est plus bas que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont moins en forme sur l'explosivité que d'habitude. Ouais. Et donc, ces 3 tests, c'est non invasif, tu peux le faire tous les jours sans souci. Ça te donne des indications quantitatives. Pour le qualitatif, je trouve que ça va, très important. Et deuxième étape, dans l'échauffement, tu vois la qualité des mouvements. L'échauffement, l'erreur que font beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de préparateurs physiques. J'ai vu beaucoup de mes stagiaires qui, pendant les échauffements, avaient le regard ailleurs comme si c'était une phase qui n'était pas importante. Et en vrai, l'échauffement, c'est le moment où tu peux voir comment il bouge. Est-ce qu'il a mal à la hanche? Est-ce qu'il a mal au dos? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est content d'être là? Quelle énergie il a? Et dans l'échauffement, tu vois beaucoup de choses. Génial. Et pourtant, c'est bizarre, tu n'as pas parlé ni de douche froide, ni de pistolet, ni de massage quelconque. Encore une J'appelle fois, ça les épices. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est les épices dans la récup. Mais encore une fois, je pense que
tout au long de ce podcast, justement, on n'a pas parlé d'épices. Et en fin de compte, justement, ces épices-là, bien, ça reste quelque chose pour donner un peu pour relever le plat. Mais si tu n'as pas de plat, tu vas mettre de l'eau chaude avec des épices, ça va pas forcément être super agréable et super intéressant. Donc, vraiment, prenez compte et prenez en note. Là, on a Nicolas Haute. Encore une fois, c'est une pointure dans son domaine. C'est une référence en France. Il nous a pas parlé pour la performance, tu vas prendre je ne sais quel complément alimentaire ultra intéressant, c'est ça qu'il te faut. Non, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé justement des choses les plus importantes, de piliers. Et c'est ça qui va faire vraiment en sorte que ces athlètes, et en plus de ça, on a parlé d'athlètes, donc si les athlètes sont amenés à avoir besoin de ces piliers avant tout, eh bien, les débutants et les néophytes vont être dans le même cas de figure, voire ce sera encore plus important pour eux. Donc voilà, encore une fois, les bases, les piliers, les choses essentielles, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Si vous voulez perdre du poids, n'attendez pas la pilule miracle. Si vous voulez prendre du muscle, n'attendez pas le complément miracle, n'attendez pas la façon de procéder qui va faire que déjà entraînez-vous de manière correcte, de manière intelligente, avec les avis, les outils et les conseils de professionnels. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous vous laissez aller avec justement les épices, comme tu l'as dit. 100% d'accord. Voilà, est-ce que éventuellement tu as d'autres conseils ou quoi à donner avant de se laisser? Sur la récupération? Éventuellement, ou bien sûr sur d'autres points? Sur les épices et la récupération, ce que je dirais, c'est que moi, je proscris pas, absolument pas, l'utilisation de massage, l'utilisation de bain froid, l'utilisation de sauna, l'utilisation de stretching, de pistolet, etc. C'est juste des outils que je laisse à la disposition de mes athlètes et de leurs préférences. J'avais un bain froid au Krebs. On utilisait le bain froid. Et sur certains athlètes, le bain froid, c'était génial. Ils adoraient ça. On avait le sauna, le bain froid. Ils faisaient sauna, bain froid. Ils adoraient ça. Ils en demandaient tous les jours. Il me faut mon petit bain froid. Je me sens bien, etc. Et puis, j'avais d'autres athlètes pour qui le bain froid, c'était l'enfer. Quand on leur disait c'est le bain froid, eux, ils étaient là, ils paniquaient avant, ils voulaient pas y aller, ils n'étaient pas bien dedans, etc. Je disais aux entraîneurs, attention, parce que là, vous voulez les mettre au bain froid pour les faire récupérer, mais si, quand ils sont au bain froid, ils sont stressés, ils aiment pas, bah en fait, ils sont pas en train de récupérer. Ils sont en train de stresser, c'est en train de leur coûter de l'énergie. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, le bain froid ne vous aide pas. Et donc, ce que je dis aux gars, le mec, il vient me voir, il me dit, ah Nico, je dois faire une cryo. Je dis, est-ce que tu as déjà fait une cryo? Ouais. Est-ce que tu aimes bien? Non, j'aime pas. Bah, pourquoi tu veux faire une cryo? Si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas d'obligation de faire une cryo. Yoni, qui combattait hier, elle me dit qu'elle combattait à Arès, elle me dit, ouais, voilà, je vais faire un massage. Elle me dit, je pensais faire un massage, qu'est-ce que tu en penses? Je pensais faire un massage avant le combat. Je lui dis, est-ce que tu connais le gars que tu vas voir? Elle me dit, oui, je le connais, etc. Et je lui dis, ok, et tu as déjà fait le massage qu'il veut te faire demain? Elle me dit, non, il m'a jamais fait. Je dis, ça y est, c'est mort. C'est-à-dire, bah, tu vas pas tester le jour d'un combat, tu vas pas tester une technique que tu n'as jamais testée auparavant. On ne sait jamais, le mec, il va te faire un massage, ça se trouve, il te fait mal à l'os de l'omoplate, c'est un massage que tu n'aimes pas, etc., etc. Si tu l'as testé avant et que tu aimes ça et que ça te fait du bien, aucun souci, fonce. Si tu n'as jamais testé, si tu ne sais pas si ça te fait du bien, si tu veux le faire juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, ne le fais pas. Et hors dehors du combat, tu testes le pistolet, tu testes le massage, tu testes et tu trouves ce qui, toi, te fait du bien, ce qui, toi, te permet de récupérer et tu fais ce truc-là. C'est ça, c'est ça. Bah, après, c'est vrai aussi qu'il y a certains outils, certaines épices qui sont très spécifiques à une zone en particulier, à un problème en particulier, voilà. Et il serait dans ce cas-là plutôt utile justement d'épicer le plat en fonction de la personne et de l'athlète. Enfin, c'est bien ça? Redis-moi, excuse-moi.
Je te disais, en fin de compte, certains outils et certaines pratiques, comme par exemple le stretching, le pistolet, etc., sont des fois des outils qui vont être notamment une réponse à certains problèmes spécifiques. Et dans ce cas-là, il serait le plus judicieux parfois, c'est surtout d'utiliser ces outils-là pour, une problématique particulière. Et donc pour certains athlètes, par exemple, le pistolet va être plutôt recommandé, pour d'autres, pas forcément. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est encore une fois, c'est cette histoire de spécificité, de réponse d'un outil à un problème. C'est ça. Donc chaque personne, en fin de compte, est différente et un outil n'est pas bon en soi ou mauvais en soi dans la globalité. Non, exactement. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si tu veux démonter une table, effectivement, le marteau, c'est peut-être pas l'outil idéal pour démonter une table. Ouais. Par contre, quand tu veux planter un clou, le marteau, c'est génial. Donc, c'est pas le marteau, il n'est pas à diaboliser et dire le marteau, c'est pas bien ou le tournevis, c'est bien. Non, le tournevis, c'est chambé pour démonter une table et le marteau, c'est génial pour planter un clou. C'est ça, exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour ce podcast, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Franchement, c'était génial, même pour moi, j'ai appris pas mal de choses aussi, notamment sur l'aspect vraiment training spécial athlète. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps et j'espère te réinviter Sam, éventuellement. Pardon. Samy, merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne continuation à ce podcast et cette émission. Merci beaucoup. Allez, ciao.